Salut à toutes et à tous. Donc, nous allons couvrir la section 8.4, intégrale curviligne dans des champs de vecteurs. La première définition 8.4.1. Nous commençons avec un champ vectoriel f est égal à pq, puisque p et q, c'est deux fonctions de variables. Donc, je vous rappelle, un champ vectoriel, c'est juste un gros paquet de flèches. Donc, ça peut être représenté visuellement par un gros paquet de flèches là, dans le plan cartésien. Donc, c'est pour ça qu'on a nos axes x et y. Visuellement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, champ vectoriel se rechaîne des flèches. C'est pas l'importance combien vous en avez, là. Juste pour illustrer ce qui se passe. Donc, on commence avec ça, un champ vectoriel. Donc, vous me regardez dessiner passionnément. C'est vraiment le fun. Donc, on a un champ vectoriel, donc un gros paquet de flèches dans le plan cartésien. Ce qu'on a ensuite, c'est une courbe. Donc, on a une courbe. Cette courbe-là va se déplacer dans le champ vectoriel, puis ça va être donné par la fonction RT est égal à XY, où ce que T, notre temps, va être paramétré par l'intervalle AB. Donc, visuellement, dans notre champ vectoriel, qu'est-ce que notre courbe a de l'air? Donc, on va commencer quelque part. Donc, on commence ici. Donc, on commence à ce point-ci. On va se déplacer, puis on va terminer à un autre endroit. Donc, une courbe, c'est toujours dirigé. Donc, on a un début. Donc, le point de départ, c'est donné par X au temps A et Y au temps A. Puis, notre point d'arrivée va être donné par la valeur de X au temps B et Y au temps B. Donc, ça, c'est notre courbe paramétrée. Donc, qu'est-ce que l'intervalle curviligne va calculer? Ça va calculer, si on pense à notre champ vectoriel en physique comme étant un champ de force, puis on pense à notre courbe comme étant la trajectoire d'un objet qui se déplace, qu'est-ce que ça va calculer? Ça va être l'énergie nécessaire qu'on a besoin pour justement suivre la trajectoire donnée par la courbe C. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai écrit en bas là, ici en remarque. Si F est un champ de force, puis RT, c'est la position d'un objet qui se déplace dans le champ de force entre le temps A et B, alors l'intégrale curviligne calcule le travail nécessaire pour l'objet pour se déplacer dans le champ de force le long de la trajectoire C. Donc, comment ça va se calculer? Donc, ça va se calculer. Donc, la notation ici, j'ai mon champ de force, j'ai ma courbe, puis je veux intégrer justement le déplacement de mon objet qui suit la courbe C dans le champ de force F. Mais le calcul ici, ça va être une intégrale définie à une variable entre A et B. Donc ici, la borne inférieure, c'est A, la borne supérieure, c'est B. La seule variable qu'il va avoir à la fin, c'est T, le temps. Donc, ça va être simplement le champ de force évalué à X, Y, produit scalaire, donc le gros point, là, c'est le produit scalaire, le dérivé de X et le dérivé de Y. Puis vraiment, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin, comme à intégrer, quel genre de fonction qu'on va avoir à la fin, une fois qu'on va faire notre produit scalaire entre le champ vectoriel à XY et le vecteur X', Y', on va obtenir une fonction qui va juste dépendre d'une variable. Donc vraiment, là, à la fin, ce qu'on calcule, là, c'est une intégrale entre A et B d'une équation qui va juste dépendre de T dt. Donc c'est vraiment une intégrale définie là, ordinaire. Premier exemple, l'exemple 8.4.3, je vous donne un champ vectoriel F donné par l'équation YI plus XJ. J'aurais pu aussi écrire le champ vectoriel comme étant le couple YX. Donc, première question, la question A, on veut calculer l'intégrale curviligne le long de la courbe C1, où ce que C1, c'est la ligne qui va lier les points 0, 0 et 2, 4. Je vais commencer par illustrer la courbe qu'on va ensuite construire algébriquement. Donc, supposons que j'ai mon plan cartésien de mes axes X, Y. Donc, 1, 2,
1, 2, 3, 4. Donc, ma courbe, son point de départ, c'est 0, 0. Mon point d'arrivée, c'est le point 2, 4. Donc, la courbe, c'est simplement une droite dirigée qui part de 0, 0, qui se rend à 2, 4. Donc, c'est la direction. Donc, ça, c'est ma courbe C1. Donc, la première chose que je veux faire, c'est créer son équation. Donc, ici, son équation. Donc, pour une courbe en 2 points, c'est toujours la même équation. C'est toujours 1 moins t fois le point de départ, qui est dans ce cas ici 0, 0, plus t fois le point d'arrivée, qui est dans ce cas ici 2, 4, où ce que le t est paramétré toujours entre 0 et 1. Donc, lorsque je vais simplifier mon équation, puisque mon point de départ, c'est 0, 0, quand je vais faire 0, 0 fois 1 moins t, ça va devenir 0. Puis quand je vais faire t fois 2, 4, ça va juste me donner 2t et 4t. Donc, RT, une fois simplifié, ça va être simplement 2t et 4t. Je vous conseille, là, dès que vous avez calculé RT, de tout de suite calculer sa dérivée. Donc, R', ça fait partie de l'équation de l'intégrale curviligne dans un champ de force. Donc, la dérivée de 2t, c'est 2. La dérivée de 2t, c'est 2. La dérivée de 4t, c'est 4. Donc, la dérivée de 4t, c'est 4. Donc, juste pour mettre les choses en perspective, là, pour la notation, vu que c'est notre premier exemple, je vais prendre un petit peu plus mon temps. Le 2t qui est ici, donc ça c'est la partie xt. Le 4t, c'est la partie yt. Le 2 qui est ici dans R', c'est la partie x' de t. Puis le 4 dans R', c'est la partie y' de t. Donc, si je veux calculer l'intégrale le long de C1 dans le champ de force F, ça va être par définition l'intégrale entre 0 et 1 de f de xt qui est 2t, yt qui est 4t, produit scalaire x' qui est 2, y' qui est 4, dt. Donc, il faut maintenant évaluer grand F à xt, yt. Donc, je vous rappelle là, que grand F, la coordonnée x, c'est y, puis la coordonnée y, c'est x. Donc, quand je vais évaluer grand F à xt, ça va devenir l'intégrale entre 0 et 1 de 4t, 2t, produit scalaire de 2, 4. Je fais mon produit scalaire, donc je vais l'intégrale définie entre 0 et 1 de... Donc, qu'est-ce que je fais si je fais mon produit scalaire? Donc, je multiplie le 4t fois 2, qui va devenir 8t. Donc, genre 8t. Plus, je vais multiplier le 2t avec le 4, qui va devenir un autre 8t. 8t plus 8t, c'est 16t. L'intégrale de 16t, c'est simplement 16t carré sur 2, où ça se simplifie à 8t carré, entre 0 et 1. À 0, bien sûr, ça va donner 0. À 1, ça va être 1 au carré fois 8, qui va simplement me donner 8. Alright, deuxième exemple. B. Notre deuxième courbe, ça va suivre l'équation y est égale à x au carré pour x entre 0 et 2. Puis on va s'intéresser à l'intégrale curviligne sur ces deux dans le champ de force, dans le champ de vecteur f, le long de cette courbe-là. Donc, pour cette question-là, je vais dessiner la courbe dans le même plan, donc c'est 2, puis je vais faire le calcul en dessous ensuite. Donc, la fonction x au carré, à 0, ça vaut 0, à 1, ça vaut 1, et à 2, ça vaut 4. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment ma courbe, ma parabole. Donc, il va vraiment commencer au même point, puis finir au même point. Puis ça va être ma courbe C2. Donc, chose à remarquer, puis ça va être important pour tantôt, là, pour le théorème fondamental des intégrales curvilignes, c'est deux trajectoires différentes. Okay? Donc ici, là, C1 et C2, c'est pas la même trajectoire, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est le même point de départ, 0, 0, puis le même point d'arrivée, 2, 4. Donc, ça va être important pour tantôt.
Donc, première chose, il faut construire l'équation de la courbe qui suit l'équation y est égal à x au carré. Donc, RT, ça va être donné par t carré, parce que t est donné par l'intervalle 0, 2. Donc, quand on suit une fonction, la coordonnée x, c'est toujours t, puis la coordonnée y, c'est f à t, dans ce cas-ci, x au carré qui est t au carré. Puis l'intervalle qu'on utilise, mais c'est l'intervalle donné par x. Donc ici, t est entre 0 et 2, parce que x était entre 0 et 2. Moi, je vous conseille de tout de suite calculer ensuite la dérivée, puisqu'on va en avoir de besoin. Donc, R', donc ici, R' de t. Donc, la dérivée de t par rapport à t, c'est 1. La dérivée de t au carré, c'est 2t. Donc, juste pour, encore une fois, là, donner tous les détails, le t dans RT, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle le xt. Le t au carré, c'est le yt. Le 1, c'est le x' de t. Puis le 2t, c'est le y' de t. Donc, notre intégrale sur la deuxième courbe, dans le champ vectoriel f dr2, ça va donner une intégrale entre 0 et 2. Donc, si je vous rappelle que l'intervalle t est donné par 0, 2, grand f à xt, qui est t, yt, qui est t au carré, produit scalaire r', donc 1, 2t, dt. Donc, il faut juste que je évalue ma fonction grand f. Donc, c'est comme tantôt. Donc, la coordonnée x de grand f, c'est y. Donc, ça va devenir l'intégrale entre 0 et 2 de t au carré. La coordonnée y, c'est x. Donc, je l'ai flippé. Donc, j'ai t carré t, produit scalaire avec 1, 2t, dt. Si je fais mon produit scalaire, je vais avoir l'intégrale entre 0 et 2. Donc, lorsque je vais multiplier t au carré par 1, je vais avoir t au carré. Donc, je vais avoir t au carré. Plus, lorsque je vais multiplier t par 2t, je vais avoir 2t carré dt. T carré plus dt carré, ça va donner 3t carré. Donc, je vais avoir l'intégrale entre 0 et 2 de 3t carré dt. L'intégrale de 3t carré, c'est t cube entre 0 et 2. À 0, c'est 0. À 2, c'est 2 à la 3, qui est 8. Puis bien sûr, une remarque qui est importante, ça va être pour tantôt aussi, ce que je viens d'obtenir, le 8, c'était exactement la même chose que j'ai obtenu tantôt. Donc ces deux quantités sont égales. Malgré le fait que j'ai deux trajectoires différentes, j'ai quand même obtenu deux valeurs numériques qui sont égales. Puis c'est pas une coïncidence. On va voir pourquoi dans une seconde. Prochain résultat vraiment important, le théorème fondamental des intégrales curvilignes. Donc, on veut calculer notre intégrale curviligne dans notre champ de vecteur grand F le long d'une courbe C. Donc, grand F est donné par PQ. Puis la chose qui est importante dans ce théorème-ci, c'est que le champ de vecteur il est conservatif. Donc, on a une fonction potentielle petit f. Donc, qu'est-ce que ça veut dire conservatif? Tu te rappelles? Ça veut dire que si tu calcules le gradient de petit f, tu vas retrouver ton champ de vecteur grand F. Donc, pour calculer notre intégrale curviligne dans grand F, on a simplement besoin d'évaluer la fonction potentielle à xb, yb, puis ensuite soustraire la valeur de la fonction potentielle à xa, ya. Donc ce résultat-là, juste une petite remarque sur ce côté, c'est vraiment l'analogue du théorème fondamental du calcul qui dit que si tu intègres entre a et b la fonction f de x dx, puis tu connais une primitive pour petit f qu'on appelle typiquement grand F, mais si tu évalues grand F à b moins grand F à a, mais tu retrouves l'intégrale définie de petit f entre a et b. Donc ça donne le même nom parce que c'est un peu la même idée. Tu évalues à la fin moins au début, puis tu obtiens ton intégrale
définie. Donc, si on retourne dans notre exemple précédent, notre champ de force qui était donné par YI plus XJ, c'est un champ de force qui est conservatif, puis la fonction potentielle de ce champ de force-là, c'est XY. Donc, si on dérive XY par rapport à X, on va obtenir Y, puis si on dérive XY par rapport à Y, on va obtenir X, donc c'est vraiment notre fonction potentielle. Donc, si on a à recalculer les deux intégrales curvilignes de f dans f sur C1 ou sur C2, puisque nos intégrales curvilignes ont les mêmes points de départ, donc les points de départ qui sont 0, 0 et les mêmes points d'arrivée, donc ça c'est vraiment ce qui se passait au début, puis à la fin on a les mêmes points d'arrivée, 2, 4, donc à la fin. Donc, puisqu'ils ont les mêmes points de départ puis les mêmes points d'arrivée, mais ces deux intégrales curvilignes-là vont être les mêmes. Puis si on a à les calculer, donc par exemple, si on veut calculer l'intégrale sur C1, j'utilise C1, mais ça pourrait être C2, de f dr1, mais par le théorème fondamental des intégrales curvilignes, je prends ma fonction potentielle, je vais l'évaluer à la fin, donc à 2, 4, moins je l'évalue au début. Donc, à la fin, ma fonction, c'est xy, donc c'est 2 fois y, 2 fois 4, moins 0 fois 0, qui va me donner 8. Puis, bien sûr, 8, c'est la même chose que j'ai obtenu tantôt avec mes deux exemples précédents. Donc, maintenant, on a justement deux manières de calculer la valeur d'une intégrale curviligne dans un champ de vecteurs, soit qu'on le fait au long, comme qu'on l'a fait auparavant. Par contre, si notre champ de vecteurs est conservatif, on a simplement besoin d'utiliser la fonction potentielle, l'évaluer à la fin, moins au début, puis on trouve sa valeur directement. Donc, un corollaire, si on a un champ de vecteurs qui est conservatif et qu'on a une courbe C qui est fermée, si on a calculé l'intégrale curviligne de f sur la courbe C, mais bien sûr, puisque le point final puis le point initial sont les mêmes, donc si tu fais f de x, b, y, b, moins f de x, a, y, a, et puisque la courbe est fermée, ces deux points-là sont égales. Donc, si ces deux points-là sont égales, ça veut dire que bien sûr, les sorties vont être les mêmes. Donc, la valeur va être 0. Donc, si on a une intégrale curviligne dans un champ de vecteurs grand F pour une courbe qui est fermée, puis sa valeur va toujours être 0. Puis c'est un corollaire qui est important, puis vous allez travailler sur des exemples où justement, vous allez utiliser ça pour boucler, entre guillemets, certaines questions.